Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouvelle exploration sous-marine. Pourtant l'introduction je la tourne bien au chaud chez moi parce que dehors il y a un vent terrible. Heureusement on va aller sous l'eau. Mais aussi parce que pour cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter un petit peu comment se déroule une plongée de A à Z, voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on va sous l'eau? Et aussi, bien sûr, quelques petits éléments scientifiques pour vous expliquer tout ce qui se passe sur le corps quand on va à cette profondeur, voilà. Alors tout ça, ça va être dans cette vidéo. Vérifiez que vous êtes bien abonné et c'est parti, on se retrouve au club. Et bien voilà, on se retrouve ici dans mon club de plongée actuel qui est Deep Blue Hazard. Alors du coup, je vais pouvoir vous présenter mon instructeur avec qui je vais plonger aujourd'hui, Nuno, qui est un instructeur ici de SSI. Et donc aujourd'hui, on va aller plonger dans un petit coin qui se situe pas trop loin, une petite plongée. Donc le but de cette plongée va être principalement du repérage pour une deuxième plongée qu'on va faire la suite, une plongée de nuit, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là tout de suite, on va monter l'équipement. On fera ensuite un petit briefing avec Nuno pour expliquer où c'est qu'on va plonger. C'est très important, un briefing de sécurité avant de plonger. Et puis ensuite, c'est parti, on ira mettre la tête sous l'eau. Alors du coup, voici l'équipement avec lequel on va plonger. Alors, c'est ce qu'on appelle un scaphandre autonome et ça se compose de 3 parties principalement. Alors, on a déjà un gilet de stabilisation qui va nous permettre finalement d'avoir ce qu'on appelle une flottabilité neutre. C'est grâce à ça finalement qu'on va flotter dans l'eau. Alors, ce gilet, il est bien sûr attaché à ce qui nous permet de respirer, hein. C'est un scaphandre autonome, donc on peut respirer sans connexion avec l'air. C'est une bouteille, alors là-dedans il y a de l'air seulement, pas d'oxygène pur, c'est uniquement de l'air qui est purifié et mis sous pression. Du coup on va tout de suite vérifier combien de bars on a en ouvrant la bouteille. Hop. Et du coup là on est à 200 bars. Alors bien sûr on ne respire pas l'air à 200 bars et c'est pour ça qu'on a la troisième partie qui est un détendeur. Alors le détendeur, il va remettre finalement la pression de l'air qui sort de la bouteille à la pression à laquelle on peut respirer suivant la profondeur, parce que la pression varie avec la profondeur, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc tout de suite, on va essayer. Ok, donc je peux respirer finalement normalement. L'aiguille de la pression n'a pas bougé, donc le détendeur fonctionne très bien. Donc vous avez remarqué, on a 2 sorties, une sortie principale et une sortie de secours pour passer finalement de l'air à notre partenaire si jamais il y a un problème, mais aussi pour nous si jamais ce premier embout a un problème, donc il faut aussi le tester. Ok, celui-là non plus n'a pas de problème, donc très bien, on va pouvoir les stocker pour éviter de les endommager. Et aussi sur le gilet, on est relié à la bouteille avec ceci qui va permettre finalement de gonfler le gilet en rajoutant de l'air. Donc aussi à vérifier qu'on peut bien mettre de l'air dedans, que ça ne fuit pas ici ni ici. Donc très bien. Donc voilà pour la partie qu'on va porter sur le dos, mais bien sûr on va aussi ajouter à ça une combinaison parce que je vous assure que la température elle est un petit peu fraîche. Des chaussons, des pales, j'ai aussi mon ordinateur de plongée qui va permettre d'informer sur la plongée, mais ça j'y reviendrai quand on sera directement sous l'eau. Un masque forcément, et j'ai la particularité d'avoir un masque à ma vue puisque je porte des lunettes et sans mes lunettes je ne vois rien, donc c'est quand même mieux finalement quand on va sous l'eau de pouvoir voir. Et donc voilà, on va aussi porter une petite sous-couche étant donné qu'il fait relativement frais et des gants, voilà, comme ça on va être bien équipé. Donc tout ça c'est un poids, mais on va encore rajouter du poids puisque la combinaison qu'on porte c'est une combinaison en néoprène qui contient, voilà, vous pouvez voir juste derrière, qui contient un peu d'air, du moins des bulles d'air, et qui va nous faire flotter. Donc si on veut descendre, il faut qu'on porte du poids. Donc dans mon cas, je vais porter entre 6 à 8 kg supplémentaires, une ceinture de poids, pour pouvoir descendre et pour pouvoir assurer une flottabilité neutre dans l'eau. Mais ça c'est pareil, c'est quelque chose, j'y reviendrai. This is a simple drawing from the place where we are going. Okay. We call the place the anchor graveyard. There are around 40 anchors on this spot. It's impossible to see all of them in one dive because they will from the 15 up to 30 something meters. Okay. So normally when we do this dive we can see around 12, 15 depending on the visibility. So
I mark some of them here that I think can be handy for you for the night dive. Lors d'une plongée, le briefing est un élément indispensable de la préparation. À la fois pour la sécurité, mais également pour pouvoir correctement profiter du moment avec les poissons. Un briefing se compose de plusieurs éléments. Parmi eux, on retrouve des informations pratiques, le lieu de la plongée, la durée prévue, la profondeur maximale ainsi que l'objectif de la sortie. Bien sûr, ces différents paramètres sont adaptés en fonction de l'expérience et des attentes des plongeurs. Pour la sécurité, on informe également des scénarios alternatifs à mettre en place en cas de problème. De ce fait, on est en mesure de réagir plus rapidement si on sait déjà ce que l'on doit faire. Finalement, on trouve également quelques informations concernant la faune du lieu, histoire de se faire une idée de ce qu'on va pouvoir observer, même si l'océan reste assez imprévisible sur ce point. Après ce briefing, direction le bateau pour rejoindre le site. Mais avant d'aller voir les poissons, quelques informations sur la plongée. Les origines de l'exploration sous-marine en scaphandre autonome sont françaises. Et oui, c'est notamment grâce à l'invention du détendeur en 1943 par Émile Gagnan et Jacques-Yves Cousteau qu'on est aujourd'hui en mesure de respirer de manière autonome sous l'eau. Mais plonger nécessite une formation. Aujourd'hui, on trouve principalement 3 organismes de formation. La Confédération mondiale des activités subaquatiques, aussi appelée CEMAS, est, comme son nom l'indique, une création française. Sous l'impulsion du commandant Cousteau, c'est la première école de plongée à voir le jour dans le monde. Arrive ensuite PADI, Professional Association of Diving Instructors. D'origine américaine, elle est créée en 1966. Finalement, SSI, Scuba Schools Internationals, d'origine elle aussi américaine, présente depuis 1970. Même si les parcours de formation sont légèrement différents, le but premier de ces écoles est la délivrance d'une formation de pratique autonome en toute sécurité. Nous voici sous l'eau. Qu'est-ce qui change? Eh bien, pas mal de choses en fait. À commencer par un élément important, la pression. Effectivement, en profondeur, le poids de la colonne d'eau au-dessus du plongeur exerce une pression supplémentaire sur le corps. Au niveau de la mer, nous subissons 1 bar de pression. C'est la pression atmosphérique. Lorsque l'on plonge, on gagne 1 bar tous les 10 mètres. À 20 mètres, le corps subit donc 3 fois la pression atmosphérique. Et cela a quelques conséquences biologiques. Au niveau des oreilles, d'abord, il est important d'équilibrer les 2 côtés des tympans pour éviter de les endommager. Heureusement, le corps humain dispose de précautions pour cela, le canal de la trompe d'Eustache, et une simple technique permet de résoudre le problème. La respiration est aussi différente avec la pression. Une loi physique nous donne que le produit pression et volume est une constante. Ainsi, une augmentation de la pression entraînera une diminution du volume. Mais si le volume diminue, la consommation d'air, elle, augmente. Effectivement, le détendeur est une magnifique invention qui permet de délivrer l'air à la bonne pression. Or, nous consommons l'air à la pression où nous nous situons. Par exemple, à 20 mètres de fond, nous avons besoin d'air à 3 bars de pression. Aucun souci pour le détendeur. Par contre, les réserves d'air, elles, diminuent plus vite. L'air que nous respirons d'ailleurs est composé de 2 molécules principales, le dioxygène et le diazote. Toujours dans les mêmes proportions. Le diazote est un gaz inerte, dans la mesure où il n'est pas consommé par l'organisme mais est présent dans le sang. Au cours de ma plongée, je vais accumuler dans le sang une certaine quantité d'azote qui sera à la pression à laquelle je me trouve. Cette pression étant plus importante que la pression atmosphérique habituelle, il faut égaliser les pressions à la remontée. Pour ce faire, vitesse lente et palier de décompression. Sinon, l'azote a tendance à changer d'état et de l'état dissous, il devient gazeux. Et je vous assure qu'avoir du gaz dans le sang, c'est pas bon du tout. Dans l'eau, notre vision est aussi modifiée. Du fait de la densité supérieure de l'eau, des phénomènes physiques de réfraction et de réflexion vont se mettre en place.
Pour faire simple, la lumière du soleil est déviée. Toute ? Non. La lumière blanche étant composée d'une multitude de couleurs, certaines irréductibles résistent un peu plus que les autres à cette déviation imposée. Mais ce n'est qu'une question de profondeur. Plus on descend, plus les couleurs disparaissent. D'abord le rouge, puis le jaune, suivi du vert et du bleu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Si c'est un avantage pour certains poissons qui peuvent devenir donc invisibles, pour nous, cela impose une seule solution pour voir, la lampe torche. En plongée, l'objectif c'est d'avoir une flottabilité neutre, ou dit avec des mots plus simples, c'est de flotter. Dans l'eau, il existe deux forces antagonistes, le poids qui nous attire vers le fond et la poussée d'Archimède qui nous ramène à la surface. Flotter, eh bien c'est égaliser ces deux forces. Mais comment faire? Simplement en ajoutant de l'air. L'air a une densité inférieure à l'eau. Rajouter de l'air favorise la poussée d'Archimède. On remonte. Mais alors, dès qu'on respire, on modifie cette flottabilité. Et c'est le principe du poumon ballast. Même si on peut ajuster grâce au gilet, de manière plus fine, on ajuste notre flottabilité en respirant, tout simplement. Dans l'eau, on flotte parce qu'on respire. Et bah ça y est, on vient tout juste de remonter, donc retour au club. Alors là, à la fin d'une plongée, c'est pas encore fini, hein. Il va falloir qu'on nettoie tout le matériel à l'eau claire parce que forcément l'eau salée c'est un petit peu corrosif pour tout le matériel, donc si on veut préserver, si on veut continuer à plonger avec notre matériel, il faut en prendre très soin. Et du coup, bah, on va tout laver ça à l'eau claire. Je vais enlever la combinaison et puis je vais aller prendre une douche chaude. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour faire découvrir comment est-ce qu'on plonge, voilà. Alors que ce soit ici ou ailleurs, la plongée, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Moi, j'ai appris à La Réunion, je continue ici. Et c'est un plaisir vraiment de pouvoir découvrir des fonds qui sont différents. Et c'est ce que j'essaye de vous partager au travers de cette série. Et d'ici, eh bien, la prochaine vidéo pour faire des bulles, eh bien, moi, je vous dis, portez-vous bien et partez à l'aventure.